Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du coefficient de corrélation et de la covariance de deux variables aléatoires. On avait déjà vu le même exercice dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien en description, sauf que dans cette autre vidéo, on avait fait les calculs à la main. Et ici, on va voir comment faire exactement la même chose, mais sous Excel. L'intérêt sur Excel, c'est que ça va me permettre de rajouter plusieurs valeurs, ou de modifier certaines valeurs, et de manière dynamique, j'ai tous les coefficients que j'ai calculés qui vont changer. Et en plus, je pourrais voir graphiquement, avec la représentation graphique de y en fonction de x, l'influence que ça a sur les différents coefficients. Donc ici, on a deux variables aléatoires x et y, avec notre échantillon constitué de trois valeurs, xi qui vaut 1, 2 et 3, et yi qui vaut 5, 11 et 4. Et nous, ce qu'on va faire, c'est calculer le coefficient de corrélation linéaire pour savoir est-ce qu'il y a une corrélation entre le x et le y. Alors, on rappelle les différentes formules que l'on avait vues, c'est que la covariance de xy, c'est la somme des yi moins x bar fois yi moins y bar, le tout divisé par n-1. Alors, très attention, ce n-1, on en reparlera, mais normalement, on a plus l'habitude de diviser par n, mais ici, on va diviser par n-1. On va voir que en réalité, ça n'a aucune influence sur le coefficient de corrélation, mais on va voir que ça a une influence sur les estimateurs que l'on va calculer. Alors, on pourrait calculer cette covariance de manière manuelle, c'est-à-dire de faire le x bar, de calculer à chaque fois les xi moins x bar fois les yi moins y bar, puis de faire la somme, et enfin de diviser par n-1. Je pourrais le faire en différentes étapes. Sauf que moi, je vais le faire directement sur Excel, parce qu'il existe la fonction covariance directement. Donc, sur Excel, ici, j'ai marqué différentes valeurs que je vais calculer, et notamment, ici, la covariance. Donc, pour calculer la covariance, comme c'est une formule, je mets égal, je commence à taper cov, et je vois qu'il me propose la covariance de Pearson ou la covariance standard. Et c'est là justement qu'il y a une différence entre le n et le n-1. La covariance standard, elle divise par n-1, alors que la covariance de Pearson, c'est divisé par petit n. Et donc ça, on en reparlera en fin de vidéo, mais pour l'instant, on va faire tout avec la covariance standard, qui correspond du coup à aux formules que j'ai données tout à l'heure avec le n-1. Donc là, on voit qu'il y a deux choses à mettre, la matrice 1 et matrice 2. Ce qu'on appelle matrice 1 et matrice 2, c'est tout simplement les valeurs de la première variable aléatoire, puis un point virgule, et enfin les valeurs de la deuxième variable aléatoire. On ferme la parenthèse, on fait entrer, et on voit que la covariance est de 4,5. Alors, en réalité, cette covariance n'a pas beaucoup d'importance en termes de nombre de résultats, puisque la seule chose qu'on sait, c'est que si la covariance est positive, à ce moment-là, les deux varient dans le même sens, x et y, donc là c'est ce qu'on voit, puisque quand x augmente, le y augmente. Par contre, si j'avais quelque chose de négatif, au contraire, quand x augmente, y aurait diminué. Bon, ici ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque comme on le voit, là on voit même manuellement que de toute façon ça augmente, donc la covariance n'est pas très importante. C'est pour ça que on a créé le coefficient de corrélation noté petit r, qui est égal à la covariance de xy qu'on vient de calculer, mais divisé par sigma x et sigma x étant l'écart type de la variable aléatoire x, donc racine de la variance, et pareil pour y. Sauf qu'attention, ici la variance, on va la calculer avec la formule classique, c'est la somme des xi moins x bar, le tout au carré, mais attention, divisé encore une fois par n-1. Vu qu'ici dans la covariance j'ai divisé par n-1, et bien dans la variance je vais aussi diviser par n-1. Et comme on le va voir juste après, ça n'a aucune influence sur le petit r. Donc là par contre, pour calculer petit r, il faut que je calcule la covariance, c'est déjà fait, puis les écarts types ici, sigma x et sigma y. Et là c'est pareil, c'est que l'écart type, je ne vais pas le calculer avec la formule, je vais mettre directement la formule de l'écart type, qui est dans Excel, en commençant par taper écart type, et là je vois encore une fois qu'il y a l'écart type de Pearson ou l'écart type standard. Moi comme j'ai pris la covariance standard, et ben je vais prendre l'écart type standard. Donc je fais écart type standard, je sélectionne les différentes valeurs de x, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et je trouve un écart type de 1. Ensuite, pour y, alors soit je fais la même manip, soit je fais clic droit, je copie. Bon, en réalité, c'est copier la formule, et après, dans l'écart type de y, je fais clic droit, coller, et là, je trouve 4,58, qui est en effet l'écart type de y. Alors, pour vérifier que c'est bon, eh bien on voit que tout simplement ici, en double-cliquant, il m'a pris les valeurs de B2 à B4, alors que si je double-clique ici, eh bien, il m'a pris les valeurs de D2 à D4. C'est le principe d'Excel, qu'on copie-colle, on copie-colle plutôt la formule, mais avec le décalage. Donc là maintenant, j'ai bien le sigma x, le sigma y et la covariance, et je le rappelle, le coefficient petit r, c'est la covariance divisée par sigma x
fois sigma y. Donc là maintenant, on va tout simplement ici, pour le coefficient de corrélation, dire que c'est égal à la covariance divisé par, entre parenthèses, le sigma x fois le sigma y, et on ferme la parenthèse. Et là, on trouve un écart type de 0,98. Alors, ce qui est important, c'est l'interprétation justement de cette valeur-là. Et ce que l'on sait, ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est que quand le R, le coefficient de corrélation est égal à 0, ça veut dire que les variables sont indépendantes. Donc ça arrive rarement, mais ça peut arriver éventuellement. Par contre, quand plus le R est proche de 1, plus les variables sont fortement corrélées linéairement. Et par contre, plus le R, au contraire, est proche de 0, il y a une petite erreur, plus les variables sont fortement corrélées, faiblement corrélées linéairement. Deuxième erreur, avec le petit s. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, comme mon R, il est proche de 1, puisque 0,98 c'est proche de 1, eh bien je suis dans ce cas-là, et là, ça veut dire que les variables sont fortement corrélées linéairement. Ça veut dire qu'il existe une relation linéaire, du style y égale ax plus b, qui est très forte. Pour le vérifier, on va tout simplement tracer le y en fonction de x et vérifier que les points sont bien alignés, ou en tout cas quasiment alignés, puisqu'on est quasiment proche de 1. Pour ce faire, je vais sélectionner les valeurs de x, puis les valeurs de y. Je vais faire insertion pour insérer un graphique. Ici, je vois que j'ai un petit nuage de points, donc je clique dessus. Là, on voit le nuage de points qui apparaît, et donc je le sélectionne. Donc là, on voit que les points sont à peu près alignés, mais bien évidemment, ce qu'il faudrait, c'est tracer la courbe de tendance, qui est la droite qui passe à peu près par tous les points. Pour ce faire, ici, dans Rechercher, je vais commencer par taper tendance. Donc là, il me propose courbe de tendance. Tout en bas, il y a marqué autre option de la courbe de tendance. Donc là, de base, il y a coché linéaire. Donc ça, c'est parfait. On voit qu'il commence à tracer la droite. Et en plus, en bas, on peut afficher l'équation sur le graphique. Et donc là, en plus, il m'affiche l'équation de la droite qui est y égale 4,5x plus 1. Et donc cette droite, c'est la droite que l'on trace normalement à la main, mais qui ici est tracée de manière automatique et qui est celle qui passe de manière à être le plus proche possible des 3 points. Et donc on voit bien graphiquement que les 3 points sont bien alignés. On verra tout à l'heure en modifiant les valeurs que, par contre, si les valeurs sont très éloignées de la droite de tendance, à ce moment-là, on a un coefficient de corrélation qui est plutôt proche de 0. Alors petite précision, bien sûr, ici j'ai fait comme si c'était tout le temps positif, mais en réalité on peut aussi avoir un R qui est proche de moins 1, et à ce moment-là c'est la même chose, les variables sont fortement corrélées linéairement, mais de manière décroissante. On verra aussi un petit exemple à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer, essayer de retrouver cette formule, y égale 4,5x plus 1, mais de manière calculatoire. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de montrer, c'était que les variables sont apparemment reliées par une équation linéaire du style y égale ax plus b. Alors, comme c'est une estimation, c'est toujours noté avec des chapeaux, donc c'est yi chapeau, l'estimateur de y, qui est égal à a chapeau, l'estimateur de a, fois xi, par contre, attention, ça c'est la vraie valeur de x, puisque c'est l'axe des abscisses, et plus b chapeau, qui est l'estimateur de b. Donc apparemment, d'après ce qu'on a vu ici, on a y égale 4,5x plus 1, donc le a chapeau, l'estimateur de a, c'est 4,5, et le b chapeau, c'est 1. Alors pour vérifier qu'on a bien ça, eh bien on va tout simplement appliquer les formules de a chapeau et b chapeau, et ce qu'on avait vu dans la première vidéo, c'est que le a chapeau, c'est la covariance de xy divisé par juste le sigma de x, et que b chapeau, c'est y bar, la moyenne, moins a chapeau, x bar. Alors pourquoi cette formule de b chapeau? Tout simplement parce que si j'isole ici b chapeau, ça me fait y chapeau moins a chapeau xi, sauf que ça, je vais pas le faire pour chaque x et pour chaque y, et donc je prends plutôt la moyenne de x et la moyenne de y. Donc ça me donne y bar moins a chapeau x bar. Alors commençons déjà par a chapeau, donc qui est la covariance divisée par sigma x. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je vais mettre égal la covariance qui est ici, divisé par le sigma x, l'écart type de x, qui est ici. Je fais entrer et je trouve 4,5, normal, 4,1 sur 5, 4,5 sur 1, ça fait 4,5. Et là, je retrouve bien mon a chapeau, qui est le coefficient directeur de ma droite de tendance. Maintenant, pour le b chapeau, je rappelle que c'est y bar moins a chapeau x bar. Alors, par contre, là, le x bar, y bar, c'est la moyenne, mais la moyenne, je ne l'ai pas encore calculée. Donc, il faut d'abord la calculer. Pour la calculer, c'est facile. Il y a encore une formule sur Excel. Je fais égal moyenne, je sélectionne et je prends mes valeurs ici pour x. Donc, on trouve 2, ce qui est normal, parce que la moyenne, on sait que c'est la somme divisée par le nombre de termes. Donc, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. Ça, c'est tout à fait logique.
Là, on fait la même chose. Alors, soit je retape la formule, soit comme tout à l'heure, hein, je fais clic droit, copier, et ici, je fais clic droit, coller, et il me trouve une moyenne de 10. C'est tout à fait normal de trouver une moyenne de 10, puisque ici, si j'additionne, hein, là, ça me fait 25, plus 5, ça fait 30, et 30 divisé par 3 valeurs, ça fait bien 10. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir appliquer la formule de B chapeau. Je la remontre une dernière fois, c'est Y bar moins A chapeau X bar. Et donc ici, je vais mettre égal Y bar, c'est-à-dire la moyenne, moins A chapeau, qui est l'estimateur de A, qui est ici, fois X bar, qui est la moyenne de X, qui est là. Si je fais entrer, je trouve 1, et ce 1 correspond au B chapeau, qui est bien le 1 qui est ici. Et donc, ça correspond exactement à ce que l'on avait trouvé. Et donc, on voit que là, ce qui est trouvé de manière automatique, ben moi, j'arrive à le retrouver, justement, avec les différentes formules que l'on a d'après le cours. Et donc, bien évidemment, ici, j'ai que 3 valeurs, donc on peut le faire à la main. L'intérêt, et c'est quand on a énormément de valeurs, un énorme échantillon, eh bien, on voit que sur Excel, c'est extrêmement simple à faire. Et d'ailleurs, après, on va changer les valeurs, on va voir que ça va être de manière automatique. Alors, avant de faire ça, on va aussi voir un petit peu pour comment est-ce que, finalement, cette droite est trouvée de manière automatique. Pour cela, on va calculer les estimateurs YI, parce qu'on a vu qu'il y a une formule pour calculer les YI chapeaux, qui sont les estimateurs de YI d'après l'équation de la droite. Donc pour ce faire, je vais tout simplement appliquer la formule qui est A chapeau XI plus B chapeau. Comme j'ai A chapeau et B chapeau, et ben j'ai juste à mettre la formule. Donc on a dit que YI est égal à A chapeau, c'est ici, fois le XI qui est là, et plus le B chapeau qui est là. Donc je peux faire entrer, il me trouve 5,5. Donc là 5,5 c'est bon, pourquoi ? Parce que c'est l'estimateur de YI quand X est égal à 1. Or quand X est égal à 1, je suis ici, et qu'est-ce que j'ai sur ma courbe de tendance ? Ben, je suis là, et là je vois que je suis à 5,5. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, je prends ma formule et je la tire. Et là, par contre, j'ai quelque chose d'un peu bizarre, puisque je vois que pour x égale 2, il me trouve 2. Or, en x égale 2, il devrait trouver, comme on le voit ici, 10. Donc là, je trouve 2, c'est pas du tout le cas. Et pour 3, c'est pareil, il me trouve 0, alors que pour 3, il devrait me trouver plus 14,5 ou 15, voilà, mais certainement pas 0. Alors, le souci, c'est que si on double-clique sur la formule, on voit qu'il a tout décalé aussi ici. Et si on double-clique encore en dessous, ben on voit carrément il est allé là. Pourquoi ? Parce que comme j'ai décalé vers le bas, il m'a aussi décalé le A chapeau et le B chapeau. Sauf que faut pas les décaler puisque ce sont des constantes. Donc faut pas oublier ici de fixer la valeur de A chapeau et de B chapeau, à savoir les cases C11 et C12. Et pour les fixer, on met un $ devant le C et devant le 11. Et pareil ici, on met un $ devant le C et devant le 12. Donc là, j'ai toujours 5,5, mais maintenant, si je retire ma formule, je trouve 10 et 14,5, et là, c'est parfait, puisqu'on voit que quand x vaut 10, vaut 2, le y chapeau vaut 10, en effet, 2 sur la courbe, c'est 10, et pour 3, c'est 14,5, et en effet, pour 3, au niveau de la droite, j'ai bien 14,5. Donc c'est bon, j'ai bien mon y chapeau, qui correspond aux valeurs de y de la droite. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on utilise la méthode des moindres carrés. Qu'est-ce que c'est que cette méthode des moindres carrés ? Eh bien, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est, comme j'ai dit, à minimiser l'écart entre les différents points de mon nuage de points et la courbe de tendance. Et donc, cet écart, c'est tout simplement ici la distance entre le YI, parce que ça, c'est le vrai YI, le point, et le YI chapeau qui correspond à la courbe de tendance. Alors, du coup, cette distance, c'est YI moins YI chapeau. C'est la soustraction des deux. La différence des deux. Sauf que, attention, le problème, c'est que comme des fois le point est au-dessus et des fois le point est en dessous, eh bien, des fois, cette différence va être comptée positivement, des fois, elle sera négative. Et donc, quand je vais les additionner, eh bien, je vais avoir peut-être des compensations. Ce qui ne m'intéresse pas, et donc, on va tout simplement les mettre au carré, comme ça, j'aurai toujours quelque chose de positif. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer les YI moins YI chapeau, mais en les mettant au carré, comme ça, je suis sûr d'avoir quelque chose de positif. Et je vais les additionner, comme ça m'additionne les différents écarts au carré qu'il y a entre les points et la droite. Et moi, ce que je veux, c'est que cet écart soit le plus petit possible, et donc je cherche à minimiser cette somme, tout simplement. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer justement cette somme, et on va essayer de la minimiser. Donc d'abord, pour calculer la somme, je vais calculer chacun des termes de la somme, puis je vais additionner tous les termes. Donc là, on va sur YI moins YI chapeau, et donc on va dire que c'est égal à YI qui est ici. Alors je vais mettre une parenthèse vu qu'on va la mettre au carré.
donc YI qui est là, moins YI chapeau, donc l'estimateur de YI qui est ici, et pour mettre au carré, je mets accent circonflexe 2. Donc là, je trouve 0,25, et après, je peux tirer ma formule. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la somme, et donc en dessous, je vais mettre égal somme, donc là, il me le propose, et je sélectionne les 3. Hop, et ça me donne 1,5. Et ce 1,5, c'est justement ce qui est le plus intéressant, donc je vais le mettre en jaune pour bien voir cette valeur-là. Et là, ce que je vais faire, c'est un petit peu changer la valeur de A chapeau et voir qu'est-ce qui se passe sur le 1,5. Imaginons que je m'éloigne de 4,5 et que je mette 4. Et là, je vois que maintenant, l'estimateur, enfin, la somme ici, elle est plus grande. Or, moi, je rappelle que je cherche à la minimiser. Donc là, on voit que 4, c'est pas bon. Si je mets 4,1, ah, là, c'est mieux, parce que 1,82, c'est plus petit. Donc, comme je cherche à minimiser, c'est parfait. Je continue, 4,2. Ah, ça diminue encore, c'est parfait. On passe à 4,3, ça diminue encore, c'est parfait. Je passe à 4,4, ça diminue encore, c'est parfait. Je passe à 4,5, ça diminue encore, c'est parfait. Je passe à 4,6, ah, là, ça réaugmente. Si je passe à 4,7, ah, ça réaugmente aussi. Et à 4,8, ah, ça réaugmente aussi. Donc, on voit que quand j'allais jusqu'à 4,5, bah, ça diminuait, mais après, une fois que je dépasse 4,5, ça réaugmente. Donc, apparemment, le minimum est bien obtenu pour 4,5. D'accord ? Alors là, je vais revenir du coup à la formule générale, ce sera plus simple. Hop, voilà, donc là, je remets C8 sur B7, ça c'est bon. Et maintenant, on va faire pareil pour B. Donc là, imaginons que je parte de 0,7. Donc là, on voit que c'est pas bon, parce que je suis plus grand. Je pars à 0,8, je diminue, c'est parfait. À 0,9, 1,53 encore, ça diminue, c'est parfait. À 1, 1,5, ça diminue, c'est parfait. 1,1, ah, là, je réaugmente. Si on passe à 1,2, ah, c'est pareil, je réaugmente. Et donc, on voit que le minimum, il était aussi pour 1. Donc là, c'est le même principe que précédemment. On voit que c'est vraiment le A chapeau et le B chapeau. Apparemment, c'est pas une démonstration, mais là, j'ai juste pris avec un écart de 0,1. Mais on voit bien que le A chapeau et le B chapeau sont faits pour minimiser cette valeur ici. Et cette valeur-là, c'est la somme on a vu des carrés des YI moins YI chapeau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la somme des moindres carrés. Moindre parce qu'on cherche à minimiser, et carré, puisqu'on fait la somme des carrés. Donc voilà un petit peu l'idée de ce genre d'exercice. Alors maintenant, pour terminer, on va d'abord faire quelques petites remarques. Déjà, j'ai dit au début qu'on divisait par n-1. Le fait de diviser par n-1, ça ne me donne pas la même chose que de diviser par petit n, bien évidemment. Par contre, j'ai dit que le coefficient de corrélation était le même. Et en effet, c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, pourquoi mathématiquement, comme ça de manière calculatoire, c'est le même ? Parce qu'on voit que le R, si je divise par n-1, j'aurai ici un n-1 au dénominateur de la covariance. Mais le sigma x, c'est la racine de la variance, c'est-à-dire la racine de ça, et donc au dénominateur, j'aurai racine de n-1. Comme je mets sigma x fois sigma y, j'aurai racine de n-1 fois racine de n-1, c'est-à-dire racine de n-1 au carré, c'est-à-dire n-1 au dénominateur. Mais comme j'avais n-1 au dénominateur aussi ici, et bien finalement les deux n-1 vont se simplifier. Et donc on voit que le fait de diviser par n ou n-1 c'est pareil, parce que si j'avais divisé par n, eh bien les n se seraient aussi simplifiés, donc ça revient strictement au même. Attention pour le coefficient de corrélation. Par contre pour la covariance et pour l'écart type, ben là par contre ça va pas être la même chose. Bon. Mais comme c'est le coefficient de corrélation qui est important, ça n'a pas beaucoup d'influence. Par contre, comme on a uniquement le coefficient de corrélation qui est identique, le souci c'est que au niveau de mon A chapeau et de mon B chapeau, eh ben, je vais pas avoir la même chose puisque ma covariance va être différente et mon sigma x aussi. Et là pour le coup, par contre, ça va pas se simplifier les n-1. Et donc justement, c'est ce qu'on va voir. Et donc ce que j'avais dit au tout début, c'est que le fait de diviser par n ou n-1, ça fait qu'on prend pas l'écart type standard, mais l'écart type de Pearson. Donc justement, maintenant, plutôt que de prendre l'écart type standard, je vais prendre l'écart type de Pearson. Donc je pense à taper ici, donc je prends l'écart type de Pearson. Donc là aussi, je vais prendre l'écart type de Pearson. Donc là, on voit que toutes les valeurs changent, hein, bien évidemment. Hop. Et pour la covariance, il faut aussi bien évidemment que je prenne la covariance de Pearson, parce que sinon, il n'y a pas de logique. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque que, en effet, mon écart type de x, de y et ma covariance ont changé. Mais par contre, mon coefficient de corrélation, c'est toujours le même. C'est toujours 0,98. D'accord ? D'ailleurs, si je reviens en arrière, hein, hop, 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 et bien là, je reviens avec mon écart type standard. Donc là, on revient au départ. Donc, regardez la valeur, hein, 98, 1980, 51. Et si je repasse avec le Pearson, eh ben j'ai 98, 1980, 51. J'ai exactement le même coefficient de corrélation, ce qui est tout à fait logique, hein, d'après les formules
que j'avais dites plus haut, d'accord? Parce que le fait de diviser par n ou n-1, c'est la même chose. En revanche, on voit qu'on a aussi l'estimateur de A chapeau et de B chapeau qui a changé. Et on voit que là, ça ne correspond plus à ma courbe de tendance, parce que ma courbe de tendance, elle, c'est toujours la même, puisque mes points, eux, n'ont pas changé. Donc ma courbe de tendance est toujours 4,5x plus 1, et pourtant, le A chapeau et le B chapeau, eux, ne sont plus 4,5 et 1. C'est pour ça que la courbe de tendance est calculée avec l'estimateur de Pearson, de standard, pardon, et non pas de Pearson, justement, parce que sinon, eh bien, on a un résultat différent par rapport à la courbe de tendance. Et on voit que les moindres carrés ici, alors on a une valeur différente, mais nous, ce qui est important, c'est de minimiser dans le cas de Pearson. On pourrait montrer que là, c'est aussi minimum dans le cas de Pearson, mais le A chapeau et le B chapeau ne sont plus les bons. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser, dans Excel en tout cas, le Pearson, mais le standard, pour que ça corresponde, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je modifie ici les valeurs ou si je rajoute des valeurs. Donc là, on a vu que 0,98, c'est proche de 1 parce que c'est linéaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends la valeur ici, par exemple, que je la mets beaucoup plus bas, par exemple à 8. Donc je mets plus 14, mais je mets 8. Alors déjà, l'intérêt sur Excel, c'est que on voit que c'est dynamique et que tout a changé de manière automatique. J'ai pas besoin de tout recalculer dans le sens où j'ai mis des formules et non pas des lettres, des chiffres que j'ai calculés. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà les points sont beaucoup plus éloignés de ma courbe de tendance. Donc c'est pour ça que maintenant le coefficient de corrélation, on voit qu'il est passé de 0,98 à 0,5, c'est-à-dire à quelque chose qui est beaucoup plus proche de 0. Et ce qu'on a dit, c'est que quand c'est beaucoup plus proche de 0, eh bien, c'est moins linéairement corrélé, et là, c'est exactement ce qu'on voit, les points sont beaucoup moins proches de la droite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la courbe de tendance, eh bien, elle a changé son équation, mais par contre, mon estimateur A chapeau et B chapeau, évidemment, ont changé. On a vu que toutes les valeurs ont changé de manière dynamique. Voilà. Alors après, on pourrait se dire, tiens, celle-là, elle est peut-être trop haute, donc je vais la remettre, par exemple, ici, donc je vais la mettre à 7, celle du milieu. Donc si je la mets à 7, eh bien, on voit que là, maintenant, je reviens sur quelque chose qui est à peu près linéaire, et donc on voit qu'on a un coefficient de corrélation qui est repassé à quelque chose de beaucoup plus proche de 1. Voilà. Donc là, l'intérêt, vous voyez, sur Excel, c'est que je peux changer des valeurs, comme ça, un petit peu changer, et puis voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en réalité, mon tableau ici est presque un tableau de proportionnalité, parce qu'on voit que de 1 à 5, je fais x5, ensuite, de 2 à 11, je fais x5 plus 1, et de 3 à 14, je fais x5, 15, et après, je fais moins 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai quelque chose qui est parfaitement proportionnel? C'est-à-dire que là, je fais x5, donc là, 2 x 5, donc ça va faire 10, et là, 3 x 5, ça fait 15. Et donc là, on voit que les points sont parfaitement alignés sur la droite d'équation y égale 5x, c'est normal puisque j'ai quelque chose maintenant qui est vraiment proportionnel. Et bien évidemment, mon coefficient de corrélation, maintenant, il vaut 1. Ça, c'est le maximum. 1, ça veut dire que c'est parfaitement corrélé, c'est exactement la même, c'est la symétrie parfaite, on va dire. Enfin, pas la symétrie parfaite, mais l'alignement parfait des points. Et donc là, le 1, c'est pour ça que le coefficient de corrélation correspond à un pourcentage. Le 1, c'est 100%, 0,98, c'est 98%, etc., etc. Et donc, bien sûr, mon estimateur ici, c'est 5 le coefficient directeur, et le B chapeau qui vaut 0, puisque je n'ai pas d'ordonnée à l'origine, puisque je suis proportionnel. Bien évidemment, on peut avoir la même chose, mais dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que si je mets au contraire ici 15, 10, 5, donc là je vois que pareil, mes points sont parfaitement alignés, et donc, mais attention, ici j'ai un alignement, mais qui est dans l'ordre décroissant. On voit que quand x augmente, y diminue. Donc maintenant, mon coefficient de corrélation est négatif, mais égal à moins 1 pour dire 100%, mais dans les négatifs. Voilà, ça ne change rien, le fait que ce soit négatif, c'est juste que c'est décroissant, mais l'interprétation en valeur absolue du coefficient de corrélation reste la même. Plus c'est proche de 1 en valeur absolue, c'est-à-dire de moins 1, plus je suis aligné. Voilà. En revanche, la covariance, elle, son signe est important, parce que comme il est négatif, c'est décroissant, mais par contre, ça ne donne pas de données sur la relation linéaire entre les deux. C'est pour ça qu'on calcule à chaque fois le coefficient de corrélation, parce que la covariance, son signe est intéressant, mais par contre sa valeur en elle-même ne l'est pas. Donc du coup, c'est pour ça que on calcule toujours le coefficient de corrélation. Donc là, je vais remettre les valeurs de départ. Après, l'intérêt qu'on voit, c'est qu'après, on peut s'amuser à changer un petit peu les valeurs, de dire, tiens, si je mets 15, qu'est-ce qui se passe? Je suis beaucoup plus aligné. Et si je mets ici 10, par exemple, là, hop, je suis parfaitement aligné. Par contre, si je m'éloigne un petit peu à 8, là, hop, voilà, je vois que je suis moins aligné, et donc j'ai le coefficient de corrélation qui diminue. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je rajoute une valeur. Alors, pour rajouter une valeur, c'est facile. Ici, je fais insérer.
Je vais mettre par exemple pour x qui est égal à 4. Alors pour x égale 4, on a vu que c'était 4,5x plus 1. Et donc si on fait x4, eh bien ça fait 4,5 x 4, ça fait 18 plus 1, 19. Donc normalement si je mets 19, le point sera exactement comme on le voit sur la courbe. Donc là ça m'a rajouté le point. Et donc maintenant on voit qu'on a un coefficient de corrélation qui est encore plus proche de 1 que tout à l'heure, qui est 0,99, alors que tout à l'heure on avait 0,98, puisque là j'ai rajouté un point qui était exactement sur la courbe. Par contre, si bien sûr je prends un point qui s'éloigne très fortement de la courbe, là on voit que les points sont absolument pas alignés, donc j'ai au contraire un coefficient de corrélation qui est proche de 0, puisque là on voit que les points ils sont quand même très très loin de ma courbe de tendance. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de calcul. Et puis après, on peut s'amuser à changer les points. En plus, c'est assez drôle de voir le point qui bouge tout seul. Voilà, on peut par exemple 2, hop, voilà, le point bouge tout seul. On peut même passer dans les négatifs. Et puis voir un petit peu, qu'est-ce que l'on peut faire pour que ma courbe de tendance soit la plus proche possible. Attention, bien sûr, ici, on n'a vu que la corrélation linéaire, c'est-à-dire que les points, on regarde s'ils sont alignés de manière rectiligne ou pas. Par contre, s'ils sont alignés de manière exponentielle ou autre, ça, du coup, on le verra pas. Et le coefficient de corrélation linéaire, parce qu'ici, c'est le coefficient de corrélation linéaire, ne marchera pas. Donc à ce moment-là, il faudra d'abord transformer les différentes données que l'on a afin d'avoir quelque chose qui correspond à ce que l'on veut, une estimation qui correspond à ce que l'on veut. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis dans la description le lien vers la première vidéo où on fait les calculs à la main, donc que tu pourrais avoir en exercice. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Math. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.